nous proposons d'avoir un éclairage de la part de la directe sur son action, comment la directe peut s'inscrire dans cette démarche-là. Donc, on accueille Céline Issard-Guyot de la directe, qui est chargée de mission au pôle 3E et qui est en charge, entre autres, du programme Industrie du futur qui est copiloté région-État, mais aussi qui s'intéresse à l'ensemble des actions sur le numérique et l'industrie. Oui, bonjour à tous. Oui, mais c'était très intéressant effectivement ce que vous avez évoqué en termes de territorialité, de pertinence du territoire et des acteurs à mettre, autour. Hem, Moi, j'ai l'impression un des sujets qui est important, c'est, pourquoi les entreprises, malgré effectivement le fait qu'on a l'impression qu'on a plein de dispositifs à leur proposer, pourquoi elles franchissent pas le pas? J'ai l'impression qu'il y a un petit peu une contradiction entre, il y a une espèce de pression à passer à cette industrie 4.0 pour être efficace et en même temps, il faut prendre du temps pour mettre en place tous ces outils. Il faut du temps pour, former les équipes et il faut aussi du temps pour qu'elles en aient un retour et qu'elles aient l'impression effectivement de participer à quelque chose qui construit. Effectivement, les produits qu'on vend qui effectivement sont plus vendus comme avant, ce que vous disiez, où effectivement il y a forcément du service associé à ce qu'on produit. Donc c'est vrai que c'est très riche, tout ce que vous avez indiqué. Alors sur le sujet de l'industrie du futur, effectivement, on est, grâce au programme d'investissement d'avenir, il y a des appels à manifestation d'intérêt qui ont permis à certaines région, dont Auvergne-Rhône-Alpes, qui a saisi en 1 cette opportunité de mettre en place un gros dispositif Industrie du futur, qui permet d'accompagner, les entreprises à la fois, sur des sujets, très, «durs» entre guillemets, la robotique, la mesure, de la maintenance ou, de la il y a des sujets sur la transformation et liés à l'écologie pour, les consommations d'énergie, par exemple. Et il y a aussi, la RACT pilote, aussi un aspect, humain dans l'industrie du futur qui permet justement d'associer vraiment, et de régler, certains sujets avant de passer à, des sujets qui peuvent être, angoissants comme, bah, la robotique qui arrive dans une entreprise. Est-ce que c'est pas angoissant? Est-ce que ça va pas détruire mon emploi? Donc du coup, ça, ce sont des sujets qui doivent être traités pour mettre en place à la fois de l'accompagnement, mais aussi des formations et puis montrer tout de suite, l'intérêt, même s'il va pas être, dans les médias. Et c'est vrai que dans un monde qui s'accélère, de manière, exponentielle, c'est toujours compliqué d'expliquer qu'il faut prendre du temps pour, pouvoir arriver à un résultat qui va peut-être pas arriver tout de suite. Donc ça, je pense que c'est une des clés où c'est compliqué, d'agir, vite. Et du coup, je trouve que ce qui est intéressant dans les sujets que vous avez abordés, c'est l'échange entre pairs où effectivement, c'est bien l'échange entre pairs, soit au sein des clusters, soit dans votre, économie, de coopération et de la fonctionnalité. Ça permet effectivement d'échanger et c'est une espèce d'expérience utilisateur. Nos chefs d'entreprise qui bénéficieront de ce type de dispositif, ils pourront effectivement en parler, échanger. On va essayer aussi de les faire, qui nous permettent de faire un retour pour qu'on puisse améliorer, les dispositifs. Donc, il y a ce premier dispositif qui est disponible, en Auvergne-Rhône-Alpes et puis depuis la semaine dernière, heu, plus ou moins en lien avec la crise du covid matériel qui s'est mis en place, qui remplace un dispositif qui était un peu, alors pour le coup qui prenait du temps, hein, qui était un dispositif fiscal de suramortissement. On le remplace par une aide aux investissements matériels qui peut être, sur, à la fois la mise en place de logiciels, de maintenance, production de GPA ou de ce genre de choses, de MES, à, aussi tout ce qui concerne, la robotique, la réalité augmentée. Et donc ce dispositif, il est, disponible, auprès du guichet de l'agence de services et de paiement depuis la semaine dernière, donc avec un taux d'aide de 10 à 40. Donc ça, c'est un outil qui permet effectivement d'accompagner l'investissement financier
heu, pour compléter le volet qui était surtout sur l'accompagnement, des entreprises vers l'industrie du futur, où l'objectif du gouvernement, donc je rappelle, c'était un objectif, 2018-2019, c'était, 10 000 entreprises accompagnées sur le territoire national et en région Auvergne-Rhône-Alpes, 1 726 précisément. Donc ça, voilà, ça, ce sont des outils qui peuvent aider, mais c'est vrai qu'il y a aussi sans doute des temps d'échange à formaliser, ce que disait, Xavier Roy sur, l'unicité de qu'il fallait un territoire où on puisse se parler à moins de 15 centimètres. Il y a aussi des événements aussi, où, on arrive à rassembler des personnes, qui arrivent à venir de loin. Faisait toujours sourire. Je suis aussi tout ce qui est French Tech où, certaines startups disaient: «Ah mais j'ai pu rencontrer, des entreprises qui habitaient à côté, mais à Las Vegas au grand show de l'électronique» et on se disait: «C'est quand même juste n'importe quoi». Ils sont à côté et ils en profitent pas ailleurs. Donc c'est vrai qu'il faut aussi créer des occasions qui soient alors sans parler de cet événement, mais des événements qui permettent de rassembler. Dans la région, il y a par exemple, le SIDO qui peut être ce type de sujet, où ça mélange effectivement tout ce qui est, investissement, très technologique, innovation et humain, puisqu'on est sur un salon, des conférences qui permettent de se parler, d'échanger. De se parler, d'échanger, voilà, c'est un mix des 2 qui pourrait bon, signaler pour l'instant. Si vous avez des questions. Alors, attendez, on a, on a des petits soucis de connexion. Ça. Donc, vous nous avez présenté les différentes possibilités d'agir, notamment sur la question, on pourrait se dire, avec la crise actuellement, est-ce qu'il y a des enjeux aussi pour la directe d'agir sur l'emploi et notamment l'emploi des jeunes avec, vous m'avez parlé notamment des dispositifs avec les volontaires territoriaux et l'introduction des apprentis dans l'entreprise. Oui, alors tout cela est regroupé dans effectivement le dispositif, Un jeune, une solution, où effectivement il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent de recruter, des personnes malgré la crise avec des bonus, alors soit des alternants, des apprentis, mais aussi des jeunes en formation jusqu'au master et il y a aussi effectivement les volontaires territoriaux en entreprise qui permet effectivement de connecter des jeunes à des entreprises, locales. Il y a aussi, des aspects, VIE, même si là, en ce moment, c'est évidemment compliqué, mais pour, favoriser l'export et donc être plus sur des sujets comme ça. Mais oui, il y a toutes ces solutions-là, on peut les retrouver sur notre site, de la Directe, pour, les sujets, emploi, c'est, le bon lieu. Merci beaucoup Céline pour ces apports. Est-ce que vous avez en tête d'autres dispositifs qui sont en lien avec ou non avec le contexte actuel ou non euh, vous m'aviez parlé de résilience, vous m'avez parlé d'autres choses. Qu'est-ce que et comment surtout les entreprises peuvent vous interpeller sur leur sujet? Alors nous directement, on est une toute petite équipe, hein, donc c'est pas forcément, un contact personnalisé, mais effectivement sur le site du ministère de l'économie, sur tout ce qui est résilience, vous avez un site orienté plutôt client. Donc vous cliquez sur, vous êtes une PME, une ETI, une entreprise, quel sujet vous voulez traiter, si c'est du financement, de l'innovation. Et effectivement sur, donc il y a cette entrée par, orientée client, effectivement, où on se met à la place de l'entreprise en fonction de sa problématique et effectivement, il y a aussi tous les appels à projets résilience. Donc là, le sujet résilience, c'est, on s'est aperçu pendant la crise covid,
qu'effectivement, il y avait beaucoup de secteurs qui se sont trouvés Heu, vraiment handicapés du fait de ne pas pouvoir importer et donc évidemment, on a pensé, beaucoup à la santé, mais il y a aussi l'électronique, il y a aussi, le textile, un certain nombre de secteurs, très importants, l'agroalimentaire, qui sont trouvés handicapés. Donc ces appels à projets résilience, ils sont là pour justement essayer d'organiser, l'industrie pour mieux répondre à ces enjeux en cas de nouvelle crise et du coup, on est, sur des sujets qui sont, résilience, relocalisation. Là, les clusters effectivement ou les structures, collectives jouent un rôle parce que, par exemple, parfois des entreprises, avaient perdu l'habitude de faire appel à des, fournisseurs locaux, et là, elles se disent: «Zut, au fait, dans la chaîne, est-ce qu'il y a autour de moi quelque chose qui une entreprise qui fait, ce dont j'aurais besoin?» Donc là, c'est vrai qu'on a des sujets comme ça qui nous parviennent. Les guichets, les guichets habituels, hein, de l'État. On a BPI France qui est l'opérateur sur un certain nombre d'appels à projets, notamment les résiliences, là, sur les entrants électroniques, les intrants de l'industrie, l'électronique, la santé, l'agroalimentaire, un qui est territoire et un télécom 5G. On a aussi l'ADEME pour tout ce qui est transformation numérique et écologie. Pour, l'aide à l'investissement dont j'ai parlé, c'est l'agence de services et de paiement. Mais, effectivement, il y a des possibilités de dépôt de demandes sur tous ces guichets-là et sur ce qui est traité au niveau des BPI, effectivement, il y a un lien qui est fait, au niveau, du service pour, échanger, compléter, conseiller les entreprises, sachant qu'il y a le lien qui est fait évidemment avec, la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis l'agence, Entreprendre en Auvergne-Rhône-Alpes qui est au contact, des entreprises aussi quotidiennement. Donc on échange avec eux pour, essayer de pouvoir renvoyer les entreprises au meilleur guichet possible et parfois, ben, pour le coup, c'est de l'intelligence collective. On essaye de faire au mieux. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je propose de passer la parole à Patrick Rousset, qui est ingénieur de recherche au CEREC et qui, lui, travaille sur l'évolution des compétences et des pratiques de recrutement dans l'industrie en lien avec la transformation numérique du secteur. Et donc, du coup, première question, c'est une réaction par rapport aux échanges qu'on a eus précédemment. Et puis aussi, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les évolutions des pratiques de formation, de recrutement dans l'industrie 4.0? Et puis quel point de vue vous avez construit là-dessus? Alors, merci de m'avoir invité d'abord. Merci à l'AREC. Et oui, alors, ce qui est particulier, en fait, ce que le numérique a un peu changé dans le cadre de l'industrie, c'est que n'est plus forcément le secteur qui est moteur d'innovation. Et elle est moins dans une situation d'anticipation que d'adaptation. Et néanmoins, si on considère une chaîne de valeur intersectorielle, hein, si elle est impliquée dedans, c'est souvent elle qui porte l'essentiel des coûts. Donc on voit dans nos données que l'adaptation au numérique dépend beaucoup de la taille, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil, on voit une forme de mimétisme ou d'homogénéité des entreprises en termes d'accès au financement, de capacité à exporter, de santé économique et de montée en compétences. Et en dessous de ce seuil, on voit plus d'hétérogénéité, ce qui devrait signifier quand même plus de difficultés chez les entreprises à s'adapter. Alors, en ce qui concerne la montée en compétences, on pouvait s'attendre à un contexte assez favorable pour les entreprises. Si on se réfère aux projections de l'UMM en 2014, sur la projection pour 2025, ils notaient qu'ils avaient à peu près 30% de salariés de plus de 50 ans et ils attendaient donc de l'approche du recrutement. Ça permette
de renouvellement des compétences. L'autre facteur favorable, c'était qu'il y avait un renforcement de l'approche compétences aujourd'hui qui favorise en fait l'adéquation entre les besoins des entreprises en compétences et le pourvoi en compétences par la formation initiale. Mais ce qu'on a observé, c'est que c'est plutôt la montée en compétences en interne qui a bien fonctionné et moins celle du recrutement. Et la montée en compétences en interne a bien fonctionné, je pense, parce qu'il y a une tradition à faire monter en compétences l'ensemble des catégories professionnelles ensemble, de faire des vagues de formation dans les entreprises industrielles qui concernent tout le monde. L'autre facteur, c'est aussi une tradition de faire progresser les salariés tout au long de leur vie, quel que soit leur niveau de qualification. Et à titre d'exemple, je vais citer une visite que j'ai faite en Rhône-Alpes dans une entreprise qui avait à peu près 250 salariés, qui faisaient des pompes connectées et qui, quand ils avaient voulu mettre leurs salariés sur des machines numériques, s'étaient confrontés à un problème. Les salariés n'avaient pas vraiment adhéré. Et ils avaient transformé la commande par ordinateur en commande de tablette, hein, qui correspondait plus à un environnement de type smartphone. Et à ce moment-là, les salariés avaient complètement adhéré dans des proportions qui étaient très satisfaisantes pour eux. On voit bien que le facteur humain, en fait, est très important dans cette dimension-là. Alors, au niveau du recrutement, pourquoi ça ne s'est pas très bien passé? Eh bien, en fait, les besoins étaient bien identifiés et la formation initiale de l'Éducation nationale avait pourvu, en BTS notamment, des formations adéquates. Hein. Mais il y a eu un problème de tension sur le marché, c'est-à-dire que les jeunes qui étaient formés n'avaient pas forcément envie d'aller dans les entreprises qui avaient besoin d'eux. Et donc, la première hypothèse, c'était un défaut d'attractivité qui aurait été dû à une image obsolète de l'industrie. Ça a surpris, en fait, le monde de l'industrie parce qu'ils pensaient que les métiers étaient beaucoup moins pénibles physiquement et que les salaires étaient plus attractifs. Et donc, ils s'attendaient à une hausse de l'attractivité et pas à ce problème-là. Alors, bien sûr, il y a les travaux de l'ANAC qui montrent qu'en fait, il y a un transfert de la pénibilité physique vers une pression psychologique et aussi on demande aux jeunes, aux salariés d'être plus autonomes et d'avoir plus de pression par rapport au fonctionnement des machines et qui pourrait nuire aussi à l'attractivité. Et une autre hypothèse, ce serait qui serait plus historique en fait, qui serait que historiquement, l'industrie est implantée sur le territoire et il permettait à des gens qui étaient sur leur territoire d'avoir un travail qui ne demandait pas forcément une grosse qualification et qui leur permettait de conserver leur capital social, familial et les amis, et ce qui rendait ces métiers attractifs, pas forcément l'emploi, le métier par lui-même, mais le fait de pouvoir rester sur le territoire. Et quand on a cherché à recruter des BTS, le profil des BTS n'est pas forcément des gens qui avaient envie de rester sur leur territoire. C'est souvent des gens qui ont quitté leur famille pour faire des études dans des villes et qui ont déjà fait preuve de mobilité, qui sont beaucoup plus mobiles et qui se sont adaptés à d'autres environnements, peut-être plus urbains, n'ont pas forcément le même attrait. Donc, la conclusion de ça, ce serait qu'en fait, on a oublié peut-être au départ de prendre en compte le facteur humain et le côté territorial. Alors, ce qui nous amène à la question de savoir comment les acteurs publics et les entreprises, l'écosystème et les gens qui encadrent ces entreprises leur ont apporté des solutions. Alors, concernant la formation continue, ce qu'on observe, en fait, c'est que la formation continue dans les entreprises du secteur industriel font davantage appel aux organisations patronales, aux fournisseurs d'équipements, aux formateurs indépendants et pour le recrutement à l'intérim. Donc, on voit qu'ils ont un réflexe en fait de faire appel aux acteurs locaux.
Et donc, concernant la formation initiale qui a posé le problème, ils ont fait appel à l'organisation professionnelle, patronale, comme par exemple à l'IEMM, et qui ont apporté, entre autres, comme solution la création de CFAI. Donc, ce qui est intéressant dans l'IEMM, c'est qu'ils ont une structure qui est territoriale, c'est plutôt délocalisé. Par exemple, on trouve un centre en Rhône-Alpes, on trouve un centre en Drôme-Ardèche, en Loire, et ce sont ces centres-là qui proposent des CFAI avec des financements qui viennent de ces syndicats, mais aussi des acteurs territoriaux, mairies, départements, régions. Et donc, on voit en fait une implantation locale qui permet de faciliter en fait l'adéquation, de référencer les problèmes, les besoins en compétences des entreprises sur le territoire et de faire des formations sur le territoire. C'est plus facile pour eux, par exemple, que pour l'éducation nationale, qui a aussi comme contrainte de donner une égalité d'accès à la formation à la population, ce qui est un peu qui peut rentrer en conflit avec le fait d'ajuster la formation sur des besoins locaux. L'autre caractéristique de ces CFAI, c'est de faire appel à l'apprentissage, en fait, qui garantit le lien entre individus et les entreprises en amont de la formation, puisqu'il faut que le jeune ait un contrat avec l'entreprise pour être en apprentissage. Donc ça, c'est une solution qu'on voit aussi de plus en plus dans la formation de l'éducation nationale. Il y a un recours plus fort à l'apprentissage qui, effectivement, fait rentrer la dimension territoriale sur la formation. L'autre chose ce qui est important dans les CFAI, c'est la mise à jour au niveau technologique des machines. Donc, c'est une grosse maîtrise qu'ils ont puisqu'ils connaissent bien les problèmes de leurs entreprises. Et donc, c'est plus facile pour eux, peut-être que pour l'éducation nationale, de mettre à jour le niveau technologique des machines. Alors, on voit des solutions aussi au niveau de l'éducation nationale, puisqu'en fait, les BTS ont en général des contacts avec les fournisseurs de matériel, parce que ces fournisseurs de matériel ont tendance à contacter les BTS et leur proposer des supports de leurs machines pour faire les enseignements. Donc, en fait, on voit aussi ici que les acteurs locaux favorisent l'adéquation entre le pourvoi en compétences et les besoins. L'autre dimension que prend en compte le CFAI, c'est la dimension humaine, l'autonomie des jeunes et peut-être leur profil à faire carrière dans l'industrie. Donc, on voit que, en fait, au niveau local, les solutions ont été plutôt des solutions qui ont été orientées au niveau territorial et qui ont pris en compte la dimension humaine. Alors, pour finir, sur un autre plan, on va aborder la question de la compétence tout au long d'une chaîne de valeur qui serait intersectorielle. Et la question de en fait, la différence de culture entre plusieurs secteurs qui aurait pu se creuser avec le numérique. Donc, comme exemple de chaîne de valeur, on peut dire que, par exemple, le développement des nanosciences sur le bassin de Grenoble a comme débouché les objets connectés qui sont des outils favorables à l'innovation dans l'industrie. Donc, les clients pourraient être, bien entendu, l'industrie. On pourrait créer des chaînes de valeur où, en amont, on aurait les nanosciences et en aval, les entreprises de l'industrie. Bien, si on se place dans ce cadre-là, il y aura besoin, à un moment donné,
de faire collaborer et de faire partager les connaissances entre les entreprises de l'industrie et les entreprises des nanosciences. Bien, ce qu'on peut voir, c'est que si on se place au niveau historique, en fait, avant le numérique, l'innovation a incité à la collaboration, parce que les entreprises, et notamment les entreprises de l'industrie et de l'automobile, n'arrivaient plus à prendre en charge toute l'innovation de leurs produits et se sont mis à délocaliser et à faire de la collaboration. Et qui a entraîné en fait une stratégie autour de la gestion des savoirs, en termes de niveau de compétences et de qualification, bien sûr, mais aussi pour régler les problèmes d'asymétrie des savoirs en interne et en externe quand on fait de la collaboration. Le besoin de partager la formation, de partager des savoirs par la formation ou par des échanges de salariés, par le recrutement. L'autre élément de stratégie, c'est d'évoluer avec son écosystème, d'avoir un niveau de savoir qui est toujours mis à jour et qui évolue au même rythme que son écosystème. Un autre élément de stratégie des savoirs, c'est d'être influenceur, c'est-à-dire de pousser les autres entreprises à acquérir les savoirs qui sont les vôtres ou qui vont dans l'évolution de vos savoirs. Donc, toutes ces questions-là autour des savoirs sont venues historiquement de l'innovation. Alors, bien sûr, avec l'arrivée du numérique, qui a facilité la collaboration, les échanges et la diffusion de savoir, qui a permis des collaborations sur des territoires plus éloignés, c'est traduit du côté de la recherche en recherche et développement par un cadre de travail pour les salariés de plus en plus apprenant. On a favorisé en fait l'apprentissage et la formation. Alors du côté de l'industrie, en fait, il s'est passé un autre phénomène, hein, c'est que ça a été aussi une facilitation de structurer des collaborations impliquant de plus en plus d'entreprises, un plus grand nombre d'entreprises au sein d'une même collaboration, avec un plus grand contrôle de qualité. Et donc, on voit des études, par exemple, au l'Est, de chercheurs sur les ingénieurs en développement qui ont montré que ces plateformes intégrées qui permettaient d'organiser ces collaborations créaient un cadre contraint pour les ingénieurs et qui pouvait faire craindre, en fait, une perte de capacité à renouveler leur savoir, une perte de créativité, même d'attractivité des métiers d'ingénieur. Donc, on sent ici que, en fait, les problèmes dans les entreprises peuvent trouver facilement des solutions dans la collaboration territoriale. On sent qu'il y a des problèmes qu'ont créé le numérique qui au départ, n'étaient peut-être pas très évidents ou pas majeurs, qui risquent de créer un attrait du territoire pour la collaboration au sein du territoire. Donc voilà, donc c'était un peu ma conclusion, c'était que jusqu'à présent, le numérique a surtout développé, a trouvé un cadre de développement dans les grandes mégapoles et les territoires ont du mal à suivre. Peut-être qu'on va assister à une deuxième vague donc, de développement du numérique et peut-être que les territoires vont être effectivement une deuxième dynamique et que les problèmes qui sont rencontrés vont trouver en fait sur les territoires des solutions. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage de la formation. Je propose de clôturer ce think tank là. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je rappelle à toutes fins utiles que l'ensemble des revues sont disponibles sur Internet. On a sorti la revue numéro
On a ressorti donc la revue numéro 3 là en septembre, et la revue numéro 4 est prête à sortir. Donc vous pourrez tout télécharger sur internet. Et bien, du coup, je vous souhaite une bonne après-midi et merci à tous.